Donc bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'inflation. Cette dernière fait partie des problèmes économiques et sociaux, vu ses impacts directs sur la situation de l'économie et aussi la situation de la société. Donc l'inflation, en général, elle est définie comme une hausse du niveau général des prix. Toutefois, cette augmentation, il doit être d'abord durable. C'est-à-dire il est étalé sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ensuite, il faut que plusieurs prix augmentent en parallèle, pas seulement le prix d'un seul bien, et surtout les produits, le prix des produits de première nécessité. Ce phénomène est aussi, il est considéré comme un phénomène macroéconomique dans la mesure où il a un impact aussi sur tous les grandeurs macroéconomiques, notamment le revenu, les prix, la production, l'investissement, l'emploi, les exportations, les importations, etc. Alors, comment on peut mesurer l'inflation dans une économie? Donc, en général, l'inflation, elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation. C'est quoi cet indice des prix à la consommation? Ben, tout simplement, c'est un instrument statistique utilisé pour mesurer l'évolution du niveau général des prix, c'est-à-dire l'ensemble des prix des biens et services consommés par les ménages. Concernant le calcul de cet indice, tout simplement, il consiste à choisir un certain nombre de produits que l'on juge représentatifs de la consommation des ménages et on va les mettre dans un panier et à l'aide de la technique du sondage, on fait des relevés des prix pour calculer le prix moyen de ce panier. Et la variation de l'indice des prix à la consommation peut, peut déterminer le niveau d'inflation dans l'économie et cela va influencer directement le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc lorsque l'indice des prix à la consommation, par exemple, connaît une baisse, le pouvoir d'achat des consommateurs augmente. Donc le pouvoir d'achat dépend du revenu et du niveau des prix. Et le taux d'inflation correspond au taux de variation de l'indice des prix à la consommation entre deux dates. Par exemple, si l'indice des prix à la consommation est de 145 pour l'année 1 et de 150 pour l'année 2, le taux d'inflation de l'année 2 est de taux d'inflation de l'année 2 moins le taux pardon, l'indice des prix à la consommation de l'année 2 moins l'indice des prix à la consommation de l'année 1 divisé par l'indice des prix à la consommation de l'année 1 multiplié par 100. Donc dans notre exemple, le taux d'inflation égale 150 moins 145 divisé par 145 fois 100 égale par exemple 3,4%. Donc le taux d'inflation de l'année 2 est donc de 3,4%. Parfois on parle de désinflation. Donc il désigne tout simplement une baisse du taux d'inflation, c'est-à-dire que les prix augmentent toujours mais à un rythme moins important qu'auparavant. Par exemple, un taux d'inflation passe de 55% à 2%, puis il passe à 1,5%. Alors, quelles sont les causes de l'inflation? Donc, concernant les causes, il y en a plusieurs. On va se limiter à quelques causes considérées parmi les principales. Par exemple, la monnaie, ce qu'on appelle l'inflation par la monnaie. Donc, en général, cette inflation, il provient d'une quantité de monnaie excessive ou d'une croissance de la masse monétaire qui dépasse la croissance de la production. Ce qui fait que la production se trouve incapable de répondre aux besoins de la demande. Cela se traduit par une augmentation des prix. Cela nous amène à la deuxième cause qui est l'inflation par la demande.
Donc si la demande augmente pour une raison ou pour une autre, d'accord? Donc cela entraîne automatiquement une et cette demande dépasse l'augmentation de la demande dépasse l'augmentation de la production. Donc cela entraîne un déséquilibre sur le marché de l'offre et de la demande, ce qui va se traduire par une augmentation des prix pour rétablir l'équilibre. Et la demande peut être stimulée par plusieurs causes. Par exemple, une création de monnaie trop importante, une augmentation de la population, une augmentation importante des revenus, ou même dû au développement technologique. Donc le développement technologique stimule le besoin, stimule l'achat, stimule la demande, ce qui fait que les prix augmentent rapidement. Une autre cause, c'est par exemple l'augmentation des coûts, l'augmentation des prix ou bien des matières utilisées dans la production, produits, équipements, outils, salaires, donc augmentation des charges de production, ou bien du coût de production. Et cette augmentation, il peut être due à plusieurs facteurs. Il se fait qu'un seul euh, facteur peut connaître une augmentation et ce facteur, il est essentiel dans la production, automatiquement cela se répercutera sur les prix par une augmentation. Par exemple, si nous prenons le cas du pétrole, donc l'augmentation du prix du pétrole, qui est essentiel comme ressource énergétique dans la production, peut, et de transport aussi, il agit par une augmentation sur tous les prix des biens, des biens vendus. Alors, quelles sont les conséquences de l'inflation? L'inflation, comme j'ai dit au départ, il a un impact aussi bien sur l'économie que sur la société. Donc, un impact au niveau économique et un impact au niveau social. En général, l'inflation a des répercussions très importantes sur l'économie qui se traduit, qui se traduisent par exemple, une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs. Même si les revenus restent stables, le pouvoir d'achat diminue suite à l'augmentation des prix. Ce qui fait que le revenu disponible se trouve incapable de répondre à tous les besoins des citoyens. L'inflation entraîne aussi une diminution des exportations, vu la réduction de la compétitivité des entreprises nationales vis-à-vis de l'extérieur. Et cela se traduit par un déficit de la balance commerciale automatiquement, puisqu'il y aura une diminution des exportations et une augmentation des importations, vu que le prix des importations, parfois, ou bien les importations, ils se vendent moins cher que la production nationale, vu l'augmentation des prix au niveau national. L'inflation peut entraîner une augmentation du taux d'intérêt, vu la demande élevée pour la monnaie, pour les crédits en période d'inflation. Donc les gens vont s'emprunter pour faire face à cette augmentation des prix. Et donc, vu la quantité de monnaie elle est limitée, les banques ils se trouvent obligés d'augmenter les taux pour stopper cette demande de crédit. L'inflation peut entraîner aussi entraîne une diminution de la production, une diminution de l'investissement, de l'emploi, et cela bien sûr va influencer directement la croissance de l'économie pendant une période déterminée. Toutefois, il faut noter que l'inflation peut être bénéfique à d'autres acteurs ou bien d'autres agents, tels que par exemple les importateurs. Donc les importateurs, ils peuvent bénéficier de cette période d'inflation pour importer plus et vendre plus. Alors comment on peut faire face à l'inflation? Il y a plusieurs politiques, plusieurs stratégies. En général, on va citer quelques-unes de ces politiques. Par exemple, on peut recourir à la politique monétaire. Donc la politique monétaire, à travers la limitation de la quantité de monnaie en circulation, on peut bien sûr stopper cette augmentation de la demande et donc stopper d'une manière indirecte l'augmentation des prix. Et la Banque centrale peut agir bien sûr dans ce cadre à travers l'autodirecteur. Il peut augmenter l'autodirecteur appliqué aux banques commerciales
Et de leur part, les banques commerciales, ils peuvent augmenter les taux et comme ça, on peut stopper les crédits à la consommation. On peut aussi agir sur l'inflation à travers la politique des prix. Bien sûr, cela nous amène à parler de l'intervention de l'État pour réduire les prix. Alors, dans la réalité, vu la concurrence, vu la libéralisation du marché et vu la non-intervention de l'État à l'état actuel, il est difficile de contrôler les prix. Donc, l'État, dans la majorité des cas, n'intervient pas dans la fixation des prix, sauf les prix de première nécessité et qui sont subventionnés par l'État. À ce niveau-là, l'État peut intervenir pour garder les prix à leur niveau et pour garder le pouvoir d'achat, surtout de la classe pauvre. D'autres politiques de lutte contre l'inflation, la politique des revenus. Alors dans ce cas, normalement, l'État, il doit intervenir ou bien il doit veiller à garder les revenus à leur état ou bien les diminuer. Les diminuer, bien sûr, cela impossible vu les conséquences de cette mesure, mais il peut garder les revenus, au moins les garder à leur état pour, bien sûr, garder la demande et cela va, bien sûr, stopper progressivement l'augmentation des prix. Mais si l'État, il, il a le droit de contrôler les revenus, c'est-à-dire les salaires, notamment les salaires, c'est difficile de contrôler les intérêts et les profits. Les intérêts, oui, plus ou moins, vu vu le contrôle des intérêts par la Banque centrale, mais les profits sont incontrôlables. D'autres mesures, on peut agir sur l'inflation à travers des politiques structurelles. Dans ce cas, l'État doit faire des efforts énormes pour stopper d'une manière indirecte, agir d'une manière indirecte sur les prix. Par exemple, l'État peut encourager l'investissement. Et qui dit encouragement de l'investissement, encouragement de la production, donc une abondance, une abondance de la production peut diminuer les prix. L'État peut agir sur la compétitivité des entreprises à travers des subventions et des aides à ces entreprises. Et comme ça, ils peuvent vendre plus, produire plus et vendre plus sans problème. L'État peut aussi recourir à des relations de partenariat, des relations commerciales, des relations de zone de libre-échange pour, bien sûr, créer une abondance de la production avec des prix abordables et donc cela va stabiliser les prix et les garder à un niveau acceptable pour le pouvoir d'achat, au niveau du pouvoir d'achat des consommateurs. Merci de votre attention.